Robert Barnes, qui est bien connecté à l'intérieur de l'administration Trump, a dit qu'à 3 occasions distinctes, J.D. Vance avait conclu un accord de base avec les Iraniens et que chaque fois, Trump l'avait saboté et avait tout fait capoter. Un exemple, c'est lorsque Trump a soudainement dit qu'ils allaient imposer un blocus. Une partie du problème, selon cette version, c'est que Trump reçoit de mauvais renseignements d'Israël. La CIA, selon cette analyse, n'a presque certainement aucune source humaine importante à l'intérieur du gouvernement iranien. Le Mossad n'en a peu être pas non plus, mais le Mossad affirme qu'il en a, et il a nourri Trump, son administration et toute son équipe de sécurité nationale, avec l'idée qu'il existe une division énorme à l'intérieur de l'Iran, que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, et qu'ils auraient soi-disant arrêté Galibaf, la figure liée au côté parlementaire des négociations, mais c'est pas vrai, c'est manifestement faux. Parce que les Iraniens sont rapidement sortis pour dire, en substance, mais de quoi parlez-vous? Nous chantons tous à partir de la même partition. Trump s'est créé un monde imaginaire dans lequel les Iraniens sont en plein désordre et où tout ce qu'il aurait à faire serait de continuer à appliquer une pression économique jusqu'à ce que l'Iran s'effondre et vienne supplier pour obtenir un accord. Mais c'est pas l'Iran qui a supplié pour obtenir un accord, ce sont les États-Unis. Trump a affirmé que quelques minutes après avoir annulé le voyage de Kushner et de Witkoff au Pakistan, l'Iran avait soumis ce qu'il a appelé une bien meilleure proposition. Mais Trump dit des choses contradictoires. Il peut se proclamer roi du monde s'il veut. Il faisait aussi partie d'un récit laissant entendre que Kushner et Witkoff s'y étaient déjà rendus, qu'un accord était déjà presque conclu et que les parties étaient proches d'un compromis. Il fait souvent cela juste avant la fermeture des marchés. Les marchés commencent à réagir, croyant que la guerre est terminée, le prix du pétrole baisse, les actions montent, puis soudainement la réalité leur donne un coup de poing dans l'estomac. Apparemment, la stratégie de marché consiste maintenant à crier « la paix est à portée de main » à la cloche de fermeture, puis à rallumer la mèche avant que quelqu'un ait le temps de trouver l'extincteur. Très présidentiel, de la manière la plus épuisante possible. Anthony Aguilar, un lieutenant-colonel qui a longtemps travaillé directement sous les ordres du général Kane et qui relevait directement de lui, a été intégré à la discussion en raison de rapports antérieurs sur le risque que Trump ait envisagé l'utilisation d'armes nucléaires, ou qu'il ait au moins interrogé le général Kane à ce sujet, et que Kane lui ait dit non. Le général Kane n'est pas dans la chaîne de commandement au sens où il pourrait annuler une décision de Trump sur un sujet comme celui-là. Il est là comme conseiller militaire, pour dire à Trump si quelque chose est une bonne ou une mauvaise idée. L'essentiel de ce qui a été appris ensuite, c'est que les premiers rapports donnaient l'impression qu'il avait été question de code nucléaire. Il n'y a pas eu de discussion sur les codes. Il s'agissait uniquement d'une discussion dans laquelle Trump réfléchissait à voix haute à l'utilisation d'armes nucléaires pour mettre fin à la situation. Kane a dit non, absolument pas, et qu'il ne pourrait pas lui-même soutenir une chose pareille. Peu importe ce que Kane pense, si Trump décidait qu'il allait utiliser des armes nucléaires, il devrait donner l'ordre. Cet ordre irait au chef du commandement stratégique des États-Unis, Stratcom, et ce serait ensuite à eux de l'exécuter. Il n'y a pas beaucoup de supervision dans ce processus. Ce sur quoi il faut compter, c'est la possibilité que des gens à l'intérieur de la chaîne de commandement se lèvent et disent non, qu'ils ne peuvent pas faire cela parce qu'ils considéreraient l'ordre comme illégal. Ce qui semble être arrivé, du moins selon ce qui a été entendu, c'est que Kane a dit à Trump qu'il ne devrait pas le faire. Robert Barnes a aussi rapporté que John Ratcliffe, le directeur de la CIA, et le général Kane repoussent de plus en plus les impulsions de Trump parce que la prise de décision et la pensée critique de Trump déclinent rapidement. Quand on regarde ce que Trump a dit au sujet de l'état des négociations avec l'Iran au cours de la dernière semaine, cela n'a tout simplement aucun sens. Cela ne tient pas debout. L'analyse était que les États-Unis pourraient s'approcher d'un point où les attaques contre l'Iran pourraient reprendre dans les 24 heures. En plus de cela, la Chine et l'Inde ont toutes deux émis des avertissements de voyage à leurs citoyens et l'Iran a aussi dit aux gens de partir. Cela suggère qu'ils pensent clairement que quelque chose arrive. Une grande partie du processus de négociation
dans cette lecture peut être appelé du théâtre de négociation mis en scène par Trump afin de créer le message selon lequel les Iraniens ne sont pas sérieux dans les discussions et que par conséquent les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de recommencer à se battre. La seule affirmation qui complique cette lecture, c'est l'assertion de Trump selon laquelle les Iraniens seraient revenus avec un bien meilleur plan. Mais cela semble être le même plan que celui qu'il a reçu 2 semaines plus tôt. Cela soulève la question de savoir s'il se souvient de ce qu'il a reçu 2 semaines auparavant. Probablement que c'est le cas. La question devient alors de savoir ce que les États-Unis ravitailleraient et ce qu'ils essaieraient réellement de faire militairement. Un CDX-7 ne peut transporter qu'environ 120 parachutistes avec une charge de combat complète. Si les États-Unis attaquaient l'île de Keshm, cette île compte une population d'environ 150 000 personnes. Même si seulement 10% d'entre elles étaient armées, cela représenterait tout de même une force de 15 000 personnes. Il n'existe aucune façon réaliste pour les États-Unis de déployer sur place un nombre important de troupes. Pour insérer 2000 soldats à l'aide d'avions 130, il faudrait environ 22 ou 23 130. Cela ferait beaucoup d'avions dans le ciel et il constituerait de grosses cibles vulnérables pouvant être abattues. Les États-Unis devraient donc très probablement se contenter de poursuivre la guerre aérienne. S'ils décident d'essayer une option terrestre, ce serait catastrophique pour les États-Unis, pas pour l'Iran. Il y a aussi eu un rapport du Wall Street Journal selon lequel les médiateurs ont dit que les États-Unis montraient une volonté d'autoriser un certain enrichissement d'uranium dans la seconde moitié d'une pause proposée de 20 ans. Cela pourrait suggérer que Trump tient vraiment à obtenir un accord, ou qu'un des signaux est trompeur. Soit les fuites sur les concessions sont trompeuses, soit le renforcement militaire est du bluff. L'un des deux semble être du bluff, mais il n'est pas facile de déterminer lequel. Il existe une autre possibilité. J.D. Vance pourrait être celui qui fait fuiter cette information. Cela correspondrait à l'accord qu'il aurait, selon certaines sources, accepté avec l'Iran. Cela ne veut pas dire que Trump est d'accord. Robert Barnes a spéculé que la seule manière probable de finaliser un tel accord serait que J.D. Vance sorte publiquement et dise « Nous avons un accord. L'accord est conclu. Bravo, président Trump ». Il exposerait l'accord en espérant que cela forcerait Trump à l'accepter. Les remarques de Trump dans le bureau Oval ont également été notables. Lorsqu'on lui a demandé directement s'il utiliserait des armes nucléaires, il a répondu en substance « Oh non, ce serait fou, nous ne ferions jamais cela ». La raison pour laquelle il a dû dire cela, c'est que l'avertissement publié plus tôt était devenu viral. Même des gens en Iran auraient produit une courte vidéo de style Lego à ce sujet, avec l'émission du juge Napolitano et le nom de Larry Johnson partout. Ils ne l'ont pas représenté en chemise hawaïenne, mais ils ont utilisé un format de rap parlant de l'ancienne analyse de la CIA qui avait tiré la sonnette d'alarme sur le risque que Trump utilise une arme nucléaire. De nombreux invités l'ont aussi évoqué dans d'autres émissions, disant qu'un ancien analyste de la CIA avertissait du risque que Trump utilise une arme nucléaire. Cela a attiré l'attention et Trump est sorti pour dire qu'il ne ferait jamais cela, que ce serait fou. C'était une bonne chose. La spéculation de Robert Barnes demeure que si Vance peut rendre la proposition publique et dire qu'un accord existe, Trump pourrait l'accepter. Le plus grand obstacle est la tentative de Trump de mettre en place un blocus. Le blocus est très limité dans son efficacité parce qu'il est trop éloigné des côtes et les États-Unis n'ont pas assez de navires pour mener un blocus efficace. Ils devraient se contenter de saisir environ 10% du trafic. La question centrale reste de savoir si le bluff concerne le renforcement militaire ou les fuites sur les concessions. Les fuites sur les concessions pourraient simplement venir de Vance qui essaye peut être d'éviter une guerre parce qu'il pense qu'elle est imminente. Le renforcement toutefois ne ressemble pas à un bluff, il semble réel. Et s'il est réel, c'est insensé. Une partie du problème, c'est que Trump ne semble pas fonctionner avec toutes ses facultés mentales. Le détachement émotionnel, le manque d'empathie semble avoir disparu. Il a aussi lancé une attaque vicieuse, ignoble et haineuse contre Candace Owens, même si elle n'avait pas été présente dans les médias depuis quelques jours et n'avait pas vraiment dit quoi que ce soit à son sujet, à part la question de ses commentaires répétés sur ce qu'il appelait la belle femme Brigitte Macron. Cela suffisait à rendre toute la situation absurde.
Il faut un type très particulier de génie diplomatique pour regarder une guerre régionale, un avertissement nucléaire et des négociations qui s'effondrent, puis décider que la priorité nationale urgente est une crise d'ego personnel. La situation est confuse parce que il y a des rapports sur des concessions potentielles, mais il y a aussi un renforcement militaire indéniable. Les actes parlent plus fort que les mots et il est difficile de nier qu'il ne s'agit pas d'un petit renforcement. C'est un renforcement massif. CNN a également rapporté 2 développements distincts. Un rapport disait que Trump envisageait un plan pour éliminer certaines figures dirigeantes iraniennes, vraisemblablement celles qui n'acceptent pas les concessions qu'il veut leur imposer. Cela équivaudrait à une autre frappe de décapitation. Un autre rapport disait que Trump envisageait une frappe autour du littoral du détroit d'Ormuz afin de détruire la capacité de l'Iran à contrôler le détroit. Ce sont les 2 fuites qui sont sorties à peu près au même moment. Lorsque ces rapports sont ajoutés au renforcement militaire observé aux Émirats arabes unis, au renforcement en Israël que des gens surveillent depuis plusieurs jours dans 2 aéroports, aux porte-avions, aux sous-marins, à capacité nucléaire et aux troupes qui arrivent, le tableau ne paraît pas bon. Si une action militaire se produit, les options les plus probables seraient une guerre totale, une frappe de décapitation limitée pour éliminer les dirigeants qui ne cèdent pas, ou des frappes limitées destinées. Une autre possibilité serait une dernière série de frappes visant à permettre aux États-Unis ou à Israël de revendiquer la victoire et de se retirer. D'après ce qui est compris, les cibles ont déjà été identifiées. Elles seraient frappées avec des missiles, des munitions tirées à distance et tout ce qu'il reste de munitions guidées de précision. Mais il est douteux que Trump envoie des troupes quelque part, parce que la mission serait trop difficile. Une force symbolique pourrait être insérée, mais elle serait très probablement anéantie très rapidement. L'Iran s'est préparé encore et encore. Il disposerait apparemment de nouvelles technologies de missiles qu'il n'a pas encore dévoilées. Trump est probablement nerveux à l'idée de relancer la guerre. Mais s'il la relance, cela accélérera le déclin de l'économie américaine. Trump joue au yo-yo avec les marchés pétroliers internationaux, les matières premières et le gaz naturel liquéfié. Il dit que la paix est à portée de main, tout le monde réagit positivement, le prix du pétrole baisse et les actions montent. Puis, la réalité revient, parce que c'était pas vrai, les actions chutent, le pétrole monte, puis il recommence. Les marchés bougent d'avant en arrière comme une balançoire. Un jour, ce système va casser, surtout lorsque les gens réaliseront que la prochaine phase pourrait être brutale comparée à la première. Il y a aussi eu un rapport selon lequel un F-5 iranien, un vieux chasseur, aurait réussi à bombarder une des bases au Koweït et à rentrer chez lui. Il s'agirait d'un F-5 iranien, un avion très ancien, qui aurait bombardé avec succès Camp Buring au Koweït avant de retourner en Iran. Cet appareil remonte à presque 50 ans. L'Iran recevait ce genre d'avion des États-Unis dans les années 1970. La question est de savoir comment un F-5 aurait pu entrer dans l'espace aérien koweïtien, bombarder une base américaine et atterrir avec succès en Iran. La réponse est simple. S'il n'y a pas de défense aérienne efficace, qu'est-ce qui est censé l'abattre? Le problème, c'est que les États-Unis et leurs alliés continuent de prétendre qu'ils disposent d'une défense aérienne massive, mais ils ont épuisé les missiles nécessaires. Avec les missiles PAC-3, il ne leur en reste peu, être que quelques centaines, tout en prétendant en avoir plusieurs milliers. Ce ne sont pas des statistiques privées, les chiffres seraient tirés de données publiées par le gouvernement américain dans le cadre de ses documents budgétaires annuels. Un ancien responsable du Pentagone qui travaille maintenant comme entrepreneur privé avait également participé à la discussion sur le rapport paru sur CNN concernant le faible niveau des munitions. L'affirmation était que 50% des missiles Tomahawk avaient été utilisés et que 50% des stocks de défense aérienne avaient été utilisés. L'argument était qu'il pourrait y avoir assez de munitions pour soutenir cette guerre de manière offensive, mais pas assez si une menace surgissait autour de Taïwan. Offensivement, les États-Unis en ont peu être assez, mais du côté de la défense aérienne, ils n'en ont pas. L'affirmation selon laquelle seulement 50
90% des THAAD auraient été utilisés, a été rejeté comme absurde. Le chiffre a été évalué plus près de 80%. Le nombre de missiles tirés par l'Iran au cours des 5 premières semaines aurait largement dépassé 6000, dont environ 1800 tirés uniquement contre Israël et plusieurs milliers de plus vers l'Arabie Saoudite et le Koweït. Si 2 missiles de défense aérienne sont utilisés pour chaque missile entrant, et si l'Iran a tiré 1800 missiles contre Israël, cela nécessiterait 3600 intercepteurs. Si des missiles PAC-3 ont été utilisés contre tout cela, les États-Unis n'en avaient produit que 4620 jusqu'à la fin de décembre 2025, soit environ 3 mois et demi à 4 mois plus tôt. Théoriquement, ils auraient pu utiliser environ 90% de cette capacité à ce moment-là seulement. Mais environ 1000 missiles PAC-3 ont aussi été utilisés en Ukraine. Cela signifie que les États-Unis n'avaient même pas 4620 missiles disponibles. Au minimum, si rien d'autre n'avait été utilisé, le nombre aurait été plus proche de 3620. Ils en ont aussi utilisé environ 1000 en juin précédent. Ces chiffres sont manipulés et c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis pourraient ne pas avoir suffisamment de capacité de défense aérienne. C'est ainsi qu'un F-5 aurait pu passer. Un rapport de NBC a discuté des dommages subis par des bases américaines et alliées. Un rapport antérieur du New York Times disait que des soldats américains étaient déplacés ou évacués vers d'autres bases, loin des zones qui pourraient être frappées par l'Iran. Selon le rapport de dommages de NBC, la base à Bahreïn, quartier général de la 5e flotte et l'une des installations les plus importantes de la région, avait fait l'objet de 7 signalements de dommages touchant les communications par satellite, les structures de protection radar et de grands entrepôts. En Irak, un rapport mentionnait des dommages à un bâtiment administratif général, apparemment à Erbil, même s'il y avait eu de nombreux rapports affirmant que l'Irak avait été frappé à répétition. En Jordanie, il y avait des dommages à un bâtiment administratif général. Au Koweït, il y avait 10 rapports de dommages touchant des entrepôts et une piste. Toujours au Koweït, il y avait 11 rapports de dommages touchant des structures de protection radar ainsi que de petits et grands entrepôts. À Camp Buring, il y avait des dommages aux communications par satellite, à un hangar et à des entrepôts. Au port de Chouaïba, il y avait des dommages à un bâtiment administratif général. À la base aérienne d'Al Udeid, au Qatar, il y avait des dommages à une piste. À la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite, il y avait des dommages à un petit entrepôt et à une structure de protection radar, ainsi que des avions qui auraient été détruits là, bas, y compris des avions ravitailleurs. À la base aérienne d'Al Dhafra, aux Émirats Arabes Unis, il y avait 11 rapports de dommages touchant le stockage de carburant, une clinique médicale, des hangars et des baraquements. À la base militaire d'Al-Rou, il y avait 7 rapports de dommages touchant de petits entrepôts et des bâtiments. Cette carte des dommages montre 11 installations militaires américaines et alliées frappées dans 6 pays au cours d'une seule guerre. Ce que l'Iran a frappé n'était pas aléatoire. Il a touché les communications par satellite de la 5e flotte, les structures de protection radar, les stocks de carburant, les hangars, les baraquements, une piste au Qatar et des installations à la base aérienne Prince Sultan. Cela ressemblait à un ciblage systématique de l'infrastructure qui permet à la projection de puissance américaine de fonctionner, communication par satellite, protection radar, stockage de carburant, pistes et hangars. L'Iran n'essayait pas principalement de tuer des Américains, il essayait de les aveugler, de les clouer au sol et de leur couper le carburant. L'imagerie satellite T1B que l'Iran utilisait aurait fourni des images de ces installations avec une résolution de 0,5 mètres avant et après chaque frappe. Les planificateurs militaires iraniens pouvaient voir des avions individuels sur le tarmac, localiser des boucles précises de bornes de ravitaillement en carburant et identifier quel bâtiment abritait quel système. Voilà à quoi ressemble une campagne de dégradation de précision, un retrait chirurgical des capacités, nœud par nœud, à travers tout un théâtre simultanément. L'inventaire PRSM aurait été épuisé dans les premières semaines. Les stocks de Tomahawk ont subi un coût de 1,9 milliard de dollars au cours des 6 premiers jours.
L'Iran faisait cela à travers 11 bases dans 6 pays, avec des missiles et des drones coûtant une fraction de ce que les États-Unis dépensaient pour les intercepter. Si les États-Unis tirent 2 intercepteurs THAAD, cela représente environ 26 millions de dollars à environ 13 millions de dollars chacun. Les guerres contre les Houthis et contre l'Iran ont exposé la vraie faiblesse de l'armée américaine. Elle est construite autour de systèmes d'armes très coûteux qui dépendent fortement de chaînes d'approvisionnement étrangères, surtout de la Chine. Il n'y a pas de capacité industrielle derrière cela qui puisse simplement allumer les lumières et fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela fonctionne davantage comme une boutique spécialisée. Si le drone artisanal le plus coûteux vaut 200 000 dollars et que les États-Unis utilisent 2 missiles de 13 millions de dollars pour l'abattre, l'économie de cette guerre devient dévastatrice. Les États-Unis ont aussi commencé à utiliser des hélicoptères Apache pour abattre des drones, mais cela ne règle pas le problème. Les systèmes CIRAM ont des portées limitées et d'autres systèmes ont aussi été utilisés. Des avions de chasse ont également été utilisés pour abattre des drones, notamment dans une vidéo largement diffusée depuis Dubaï, où un avion de chasse suivait un drone. Ces options peuvent fonctionner dans des cas individuels, mais le volume de drones que l'Iran peut lancer peut submerger les systèmes de défense aérienne américains, même avec des Apache, des F-6, des F-15 et des F-18 dans les airs. Il n'y a pas de véritable solution militaire ici, et pourtant, Trump et les gens autour de lui continuent de penser qu'il y en a une. Il parie qu'une pression économique suffisante sur l'Iran, y compris autour de l'île de Karg, forcera l'Iran à s'effondrer. Mais ce qui demeure inconnu, c'est qui dit quoi à Trump et quel mensonge Israël pourrait lui transmettre. Si ils l'ont convaincu que l'Iran est acculé, que les États-Unis et Israël les tiennent et qu'une dernière poussée les fera s'effondrer, alors Trump peut croire ce récit. Mais l'Iran a livré une proposition qui semble réaffirmer la même position que celle qu'il avait présentée 2 semaines plus tôt. Il y a aussi eu un rapport disant que Araghchi retournerait au Pakistan après avoir initialement dit qu'il n'avait pas besoin de revenir. Il aurait prévu de retourner à Islamabad après avoir conclu son voyage à Oman. Au départ, il avait dit qu'il n'y avait plus d'intérêt à revenir et que le blocus devait être levé. Son retour pourrait être interprété comme un signe positif. Mais la question demeure, pourquoi Trump ne se retire-t-il pas tout simplement ? Pourquoi envisagerait-il de nouveau une action militaire, compte tenu des dommages aux bases américaines, de la pénurie de munitions et des preuves selon lesquelles certaines bases dans la région pourraient être inhabitables ? Après 7 semaines, les États-Unis ne seraient pas en position de défendre efficacement Taïwan si une crise y éclatait. Si cela durait encore 3 mois, la situation deviendrait encore pire. Les pays du Golfe ont encaissé un coup majeur et ne sont pas contents. Certains sont fâchés contre l'Iran, certains sont fâchés contre les États-Unis et certains sont fâchés contre les deux, selon le pays. Israël a aussi été pilonné, ce qui est souvent oublié. L'impact sur l'économie mondiale serait désastreux. L'impact sur les populations de pays à travers l'Afrique, qui dépendent d'aliments bon marché et d'engrais, serait aussi sévère, pouvant contribuer à de grandes famines. Quand tout cela est mis ensemble, et quand il est clair que les frappes n'ont pas fonctionné, mais ont plutôt rendu le gouvernement iranien plus dur, plus défiant, et ont poussé les gens à se rallier derrière lui, les actions de Trump deviennent encore plus difficiles à expliquer. Il dit vouloir une solution, mais ses actions disent le contraire. Les États-Unis ont reçu de mauvais renseignements d'Israël, affirmant que les divisions à l'intérieur de l'Iran seraient si grandes que les dirigeants iraniens se seraient retournés les uns contre les autres et se combattraient. Pourtant, les dirigeants iraniens ont publié des messages coordonnés avec la même position, apparaissant ensemble dans l'unité. Trump agit comme s'il ne le voyait pas. Il a déclaré qu'il avait annulé le voyage de ses représentants à Islamabad, au Pakistan, pour rencontrer les Iraniens en disant que trop de temps était perdu dans les déplacements, qu'il y avait trop de travail et qu'il existait d'énormes luttes internes et une grande confusion au sein de la direction iranienne. Il a dit que personne ne savait qui était aux commandes, y compris les Iraniens eux-mêmes. Il a aussi dit que les États-Unis avaient toutes les cartes et que l'Iran n'en avait aucune et que si l'Iran voulait parler, il n'avait qu'à appeler.
Cela sonnait comme une chanson de James Taylor. Il suffit d'appeler mon nom et je serai là. Tu as un ami. Mais le camp qui semble divisé, ce sont les États-Unis. Il existe une division croissante entre Trump et J.D. Vance, Marco Rubio, le général Kane, et apparemment John Ratcliffe. Il ne se retourne peu, être pas contre Trump, mais il semble essayer de le retenir et de le garder sous contrôle. C'est peu être de là que viennent certaines nouvelles positives, ou du moins de là que vient l'habillage positif de la situation. Trump répète qu'il a toutes les cartes, mais la table est en feu, le croupier est parti, et la moitié de la salle fait semblant que c'est encore une réunion stratégique. Les États-Unis ont aussi imposé des sanctions contre la Chine, visant des entreprises chinoises qui auraient été impliquées dans le fait de permettre à l'Iran d'exporter du pétrole vers la Chine. Trump étend donc aussi la pression vers la Chine, mais la question est de savoir si cela aurait beaucoup d'impact et si la Chine pourrait se permettre que la guerre continue si elle devait se prolonger. La Chine dispose de grandes réserves, mais la question est de savoir quelle marge elle aurait si la guerre commençait à affecter son économie. La Chine pousserait-elle l'Iran à céder sur certains points? L'analyse est non. La Chine comprend probablement que si elle cède à Trump sur ce dossier, cela l'encouragera à s'en prendre ensuite à la Chine. L'évaluation occidentale de la souffrance de la Chine ou de la manière dont elle serait affectée par cette situation est probablement déconnectée de la réalité. Les hypothèses pourraient être fausses. La Chine n'a pas seulement des alternatives, mais sa relation avec la Russie signifie que la Russie peut lui fournir le pétrole dont elle a besoin. Un autre rapport disait que les négociateurs iraniens demandaient à Trump d'arrêter d'être Trump. Ils auraient envoyé des messages aux États-Unis pour demander une rhétorique plus douce, en soutenant que ces menaces donnaient des munitions aux durs iraniens qui voulaient tuer entièrement les discussions. La pression de Trump rendait le travail des modérés plus difficile. Beaucoup de gens avaient averti dès le départ que l'Iran ne peut pas être humilié jusqu'à la soumission. Cette approche produit l'effet inverse. Il y a aussi une grave erreur dans l'évaluation américaine des prétendus durs et des prétendus modérés en Iran. Les prétendus modérés et les durs sont sortis avec la même déclaration. La prétendue division semble être un récit américain, pas une réalité iranienne. La question a été soulevée de savoir si Trump pourrait accepter un certain enrichissement iranien plus tard dans le processus. Les États-Unis auraient demandé à l'Iran de ne pas enrichir d'uranium pendant 20 ans, tandis que l'Iran voulait 5 ans. Si Trump proposait aucun enrichissement pendant les 10 premières années, puis autorisait l'enrichissement pendant les 10 années suivantes, est-ce que cela pourrait être une concession acceptable pour l'Iran? Est-ce que cela signifierait que les parties se rapprochent d'un accord? La réponse donnée était que c'était Trump qui parlait. L'attitude de l'Iran semble être qu'il n'a rien à abandonner. L'Iran a déjà beaucoup abandonné dans le cadre du plan d'action global commun, le JCPOA, signé en 2015. Certaines conditions ont été très lourdes et la Chine et la Russie soutenaient alors pleinement les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne contre l'Iran. Cela a complètement changé maintenant. Tout cela ressemble encore à du théâtre. L'attente demeure que Trump pourrait autoriser une attaque, en partie parce que des gens lui chuchotent à l'oreille, y compris Laura Loomer. Elle est décrite comme instable extrême, et pourtant Trump prendrait ses appels et écouterait ses conseils. Si c'est vrai, alors son emprise sur la réalité a sérieusement glissé. Les discussions plus larges de la journée ont aussi porté sur la finance et les mouvements d'argent. Un analyste financier et investisseur a discuté de la manière dont les actions de défense se portaient très bien, avec d'importants flux d'argent vers la défense et les industries connexes des mois à l'avance. Il avait investi sans savoir qu'une guerre arrivait, mais il a vu l'argent se déplacer vers les actions de défense et le secteur de l'énergie, et il en a tiré profit. Il a soutenu que les plans de guerre se forment souvent bien à l'avance et que suivre l'argent peut révéler où les choses se dirigent. Il était aussi inquiet que la guerre ne soit pas terminée. Après des discussions sur l'Irak, Anthony Aguilar a également exprimé des préoccupations semblables à celles déjà soulevées. Une erreur de calcul peut en entraîner une autre.
et cela peut mener tout le monde vers le résultat qu'ils essaient d'éviter. La plus grande inquiétude d'Aguilar était qu'Israël utilise une arme nucléaire. Il ne parlait pas d'une explosion nucléaire massive avec un grand champignon comme ceux vus au Japon. Il parlait d'une frappe tactique limitée. La taille de l'ogive déterminerait les dommages et le fait que les effets radioactifs se propageraient à travers la région ou resteraient limités à une certaine zone en Iran. Sa théorie était qu'il pourrait y avoir une frappe nucléaire limitée parce que les États-Unis et Israël pourraient autrement être incapables d'atteindre leur objectif. L'objectif dans cette lecture serait de contrôler le détroit d'Ormuz et de provoquer un changement de régime. S'ils ne peuvent pas y parvenir militairement, si les munitions s'épuisent et si l'Iran continue de riposter, il pourrait être tenté de franchir ce seuil et d'utiliser une frappe nucléaire limitée pour forcer l'Iran à céder. Même si les dommages physiques étaient limités, le seuil aurait été franchi. La ligne rouge aurait été franchie et cela changerait le monde. La question était de savoir comment un tel scénario nucléaire pourrait se dérouler alors qu'il semble si improbable en ce moment. En surface, on dirait presque que le temps de paix est revenu. Il y a des négociations. Les gens sont passés à autre chose. Aux Émirats arabes unis, des gens reviennent dans le Golfe en pensant que tout est terminé. Mais le renforcement militaire suggère que ce n'est pas terminé. Pour qu'Israël utilise une arme nucléaire, il faudrait probablement qu'il sente que son existence même est menacée et qu'il est sur le point d'être anéanti. Cela ne semble pas encore être le cas, loin de là. La condamnation ferme par Trump de l'utilisation d'armes nucléaires a donc été un signe bienvenu. Avant cela, certains signes suggéraient qu'il pourrait être ouvert à l'option nucléaire. Il reçoit aussi des encouragements de gens qui ne sont pas qualifiés pour donner des conseils militaires. Même Jack Keane et le général Kellogg, malgré le fait qu'ils aient porté l'uniforme, sont décrits comme ayant un jugement inexistant et disant des choses extravagantes. Le général Kellogg croirait que les États-Unis pourraient facilement débarquer des troupes sur l'île de Karg. Mais facilement n'est pas le bon mot. Pour débarquer seulement 2000 soldats, les États-Unis auraient besoin d'au moins 2330 et ces avions seraient probablement abattus. Nous sommes maintenant dans une époque où les missiles et les drones dépassent ce que les armées peuvent déployer au sol. Si Israël se sentait face à une menace existentielle, si l'Iran continuait de tirer des missiles et de causer des destructions, et si les munitions de défense aérienne israéliennes comme le dôme de fer et la fronde de David s'épuisaient, Israël pourrait utiliser une arme nucléaire sans autorisation américaine, surtout s'il estimait que les décisions américaines mettaient Israël en danger. Toute cette situation pourrait exploser. La structure de commandement nucléaire d'Israël est très secrète. Israël ne confirme ni ne nie ses armes nucléaires. Il n'est pas clair si le processus est structuré comme le système américain, dans lequel le président détient l'autorité exclusive, les codes de lancement et la fameuse mallette nucléaire. Aux États-Unis, le président a théoriquement le pouvoir d'ordonner une frappe nucléaire. Il donne l'ordre, puis des gens doivent l'exécuter. L'ordre va du président au chef de Stratcom. Ces commandements se trouvent en dehors du contrôle de l'état-major interarmé, dont le rôle est de conseiller le président comme conseiller militaire et non de diriger les campagnes. Le commandant de Stratcom reçoit l'ordre et l'exécute. Ce n'est pas un long processus avec de multiples obstacles à franchir. Cela dépend des moyens déployés dans la zone concernée. Si Trump donnait un ordre qui ne semblait pas raisonnable, sans menace imminente contre les États-Unis, la question est de savoir si la chaîne de commandement l'exécuterait. La réponse donnée était non. Dans ce scénario, les États-Unis pourraient être au bord d'une intervention de l'armée dans l'économie et dans l'espace politique à tous les niveaux, parce qu'elle reconnaîtrait qu'un tel acte pourrait être existentiel et pourrait mettre fin à l'existence des États-Unis. La réponse de la Chine et de la Russie à une telle attaque changerait le monde d'une manière inimaginable. Si Trump utilisait même une arme nucléaire tactique limitée en Iran, pourquoi d'autres pays n'envisageraient-ils pas de faire la même chose? Le génie serait sorti de la bouteille.
L'Inde, la Corée du Nord et d'autres comprendraient que les États-Unis ne connaissent désormais plus aucune limite et qu'ils ont complètement violé le droit international sur tous les fronts. Malgré leur prétention d'avoir l'armée la plus puissante du monde, les États-Unis feraient face au deuxième cas en environ 8 ou 9 mois où un adversaire du Moyen-Orient les aurait exposés. D'abord, les Houthis ont forcé le porte-avions USS George H.W. Bush a quitté la mer Rouge, après quoi les États-Unis ont déclaré victoire et affirmé qu'ils avaient gagné. Sur les réseaux sociaux, c'est peu être ainsi que cela est enregistré, mais en réalité, les États-Unis ont capitulé, pas les Houthis. Maintenant, l'Iran a résisté à toute la force des États-Unis et d'Israël. Un nouvel ordre est en train d'émerger, et la Chine comme la Russie sont susceptibles de protéger l'Iran. Elles prennent déjà des mesures, et c'est probablement l'un des sujets qu'Arakchi va discuter à Moscou avec Poutine et Lavrov. Il existe un scénario dans lequel la Russie et la Chine pourraient s'impliquer directement si les États-Unis essaient d'intercepter un navire chinois, un bâtiment naval chinois, un porte-conteneur chinois ou un pétrolier. Ils pourraient déclencher une réponse directe. Il y a aussi eu une affirmation selon laquelle les États-Unis auraient intercepté une cargaison chinoise qui contenait prétendument une surprise classifiée ou un cadeau de la Chine à l'Iran. Trump a dit cela, mais cela n'a pas été jugé crédible. La Chine a probablement d'autres méthodes. Si elle a du matériel sensible à déplacer, l'envoyer par bateau n'est pas la route la plus sûre. Il serait préférable de l'acheminer par train ou par voie terrestre, ou éventuellement de le faire voler vers des aéroports de l'ouest de l'Iran. Trump continue de parler comme s'il jouait au poker et qu'il avait d'excellentes cartes, mais si l'on utilise l'analogie du poker, Trump joue au street poker. Il a perdu presque toutes les mains et se retrouve en sous-vêtements. Il ne lui reste aucune bonne carte. Et pourtant, dans le plus pur style trumpien, il continue d'annoncer qu'il gagne la partie pendant que tout le monde voit déjà que la table lui a pris ses chaussures.